C'est la preuve que la Russie n'en est plus au stade de la menace nous concernant depuis déjà plusieurs mois. Au Royaume-Uni, en Pologne, en Allemagne, en France, Moscou mène une campagne de sabotage sans merci, ce qui constitue une escalade stratégique. Pour en parler, Lucas Manger nous a rejoint. Bonjour. Lucas, grand reporter spécialiste des questions étrangères. Avant de vous entendre, Sylvia, racontez-nous de quoi parle-t-on? Oui, effectivement, c'est la thèse que développe le Financial Times dans cet article. Ça fait évidemment plusieurs années que l'on parle, que l'on évoque ici et là les éléments de cette guerre hybride qui avait notamment démarré, souvenez-vous, avec les colis DHL à l'été 2024, des colis qui avaient explosé dans des centres logistiques au Royaume-Uni, en Pologne, en Allemagne, des colis qui, s'ils avaient explosé dans un avion cargo, auraient eu un retentissement plus important. Surtout, la menace depuis s'est élargie. De nombreux complots ont été déjoués, déraillements de trains bondés, incendies de centres commerciaux, réserves d'eau empoisonnées, plus que de la tactique, effectivement, selon les services de renseignement du continent. Ces attaques feraient donc partie d'une escalade stratégique, à tel point que les services de renseignement en sont sur les dents. Selon le journal, regardez ce qu'il dit, le directeur d'un important service de renseignement européen affirme que ses agents observent actuellement des agents russes inspectant des ponts routiers, probablement dans le but de les miner. Toujours selon le FT, les réseaux ferroviaires de tout le continent font l'objet d'une cartographie intensive visant à repérer leurs points faibles. On a eu, Marie-Aline, un signal d'alarme important, c'était le mois dernier, souvenez-vous, avec l'attentat à la bombe perpétrée sur la ligne ferroviaire Varsovie-Lublin en Pologne. Le Premier ministre Tusk s'était déplacé et il avait parlé d'un acte de sabotage sans précédent. Si elle n'avait pas été arrêtée, cette attaque, grâce à la vigilance d'un conducteur de train, elle aurait pu provoquer un déraillement et des pertes humaines massives. Sylvia, se pose la question de la réponse européenne. Comment l'Europe aurait-elle réagi? Oui, c'est toute la question, effectivement. Selon le FT, cet incident constitue en effet un exemple typique du fonctionnement de la campagne russe et des défis qu'elle pose aux décideurs politiques européens. La Russie, on le sait, a recours à des personnes aussi interchangeables, attirées par l'appât du gain. Ça a été le cas pour les attaques hybrides en France. Les analystes l'ont d'ailleurs surnommé l'économie des petits boulots du nouvel espionnage russe, c'est vraiment comme ça qu'on l'appelle, ce qui rend plus difficile le fait de remonter à la source et de prouver juridiquement la responsabilité de la Russie. Le FT évoque aussi la doctrine du renseignement russe qui repose sur le concept de la reconnaissance par le combat. En clair, cela consiste à tester en permanence pour découvrir les faiblesses de l'ennemi, et ce qu'il se passe notamment avec les survols, les incursions de drones en Europe. La dernière en date, c'était sur l'île Longue ce vendredi même. Là aussi, la recette marche bien et l'Europe peine à trouver sa réponse commune. Merci Sylvia pour les explications, le détail de ces opérations secrètes menées en Europe. Lucas, jusqu'où les Russes sont prêts à aller pour nous déstabiliser, même plus, si l'on en croit le Kremlin? La Russie est en guerre contre l'Europe. Bon, on ne sait pas jusqu'où ils vont aller. Il faut espérer que ça s'arrêtera à un moment où, en tout cas, que les pays européens auront une réponse qui permettra d'arrêter ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une intensification ces dernières semaines de ce type d'actions qui atteignent d'une certaine manière leur but, puisqu'elles visent à faire peur et à déstabiliser. Donc déjà, il ne faut pas céder à la panique, parce que c'est tout ce que cherche c'est dans la logique, je veux dire, c'est écrit dans des documents officiels du Kremlin, des services de renseignement russes, qui est la déstabilisation de l'Europe occidentale pour créer du chaos, particulièrement au moment des élections. Donc en France, on va bientôt rentrer dans une période électorale, des élections municipales. Les services russes ont tout intérêt à essayer de déstabiliser, de créer des conditions d'un chaos. Voilà. Ce qui est très nouveau dans cette opération, très bien, que vous venez de parfaitement décrire, et qui est très intéressant, c'est que au début de l'invasion russe de l'Ukraine par la Russie, beaucoup des services occidentaux ont expulsé des espions russes officiels qui étaient là, on sait, je veux dire, c'est des choses, il y a des agents secrets, clandestins, et puis il y a des gens qui sont en poste dans des ambassades, dont le métier est de faire de l'espionnage. Ça se sait, les Français, les Britanniques, les Allemands ont expulsé énormément d'espions russes. Donc peut-être qu'on a pensé qu'une fois que ces gens étant sortis de nos territoires, la menace était moindre. Là où la Russie utilise des moyens extrêmement
nouveau, c'est qu'elle utilise des formes de proxy à l'intérieur de l'Europe, comme vous l'avez décrit, des gens qui sont parfois recrutés par des messageries, par TikTok, pour gagner 1 000 € par-ci, 2 000 € par-là, pour faire une action. Alors, probablement pas du sabotage de lignes de train, qui est une opération compliquée, ou de placer une bombe dans un aéroport. Mais par exemple, les mains, les têtes de cochon, toutes ces micro-opérations qui paraissent comme des micro-opérations, mais qui, mises bout à bout, donnent une impression angoissante. Le survol de l'île Longue par des drones ou de la base du renseignement militaire à Creil, il est possible. Il n'y a pas forcément des militaires russes derrière les opérateurs de drones. Ça peut être des gamins qui sont très bien payés pour faire ça. Quand je dis des gamins, c'est probablement un peu plus que des gamins et des gens qui sont en tout cas sensibilisés à ce genre de sujet. Mais c'est ça qui est nouveau, c'est que cette menace, elle est protéiforme et elle est peut-être à l'intérieur de nos sociétés, chez des gens qui, font ça parfois par jeu. Hein. Les Britanniques ont arrêté des gens sur le territoire britannique qui n'avaient pas vraiment conscience qu'ils faisaient ça pour la Russie. Ils avaient l'impression de participer à quelque chose un peu délictueux, mais pas tant que ça. C'était des gens qui avaient déjà des soucis. L'un d'entre eux avait été condamné pour des trafics de cocaïne. Donc ils vont aussi chercher des gens qui sont un peu fragiles. Sébastien Bis. Oui, moi je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans cette guerre hybride un peu protéiforme, la France et l'Algérie avaient une relation très importante d'un point de vue commercial sur le blé. La France est un grand pays qui produit du blé et l'Algérie était le premier acheteur de blé français à l'étranger. Il y a 2-3 ans, un bateau partant de Rouen s'est retrouvé déchargé au port d'Alger avec un sanglier dans les cales du bateau et au milieu des grains de blé. Évidemment, il n'y a pas de sanglier qui, depuis l'océan, sauterait tel des dauphins pendant la traversée du bateau. Tout ça pour vous dire que depuis cette affaire, en parallèle évidemment d'une relation bilatérale France-Algérie qui elle-même a connu des soubresauts, la France a complètement perdu ce marché algérien du blé, remplacé par la Russie. Et en fait, la Russie, depuis longtemps, lorgnée sur le marché algérien parce que la Russie est un grand pays producteur-exportateur de blé et a tout fait pour chasser la France, mais aussi l'Allemagne, la Lituanie, la Roumanie, qui sont des exportateurs de blé sur le Maghreb, sur ce marché algérien. C'est un exemple parmi d'autres d'un phénomène en fait qu'on a du mal à décrire parce qu'il prend différentes formes. Il y a des complicités sur place, mais il y a un dessein global. Il y a un dessein global d'affaiblir les démocraties européennes, d'affaiblir les économies européenne. Et dans certains secteurs où on est encore en capacité d'avoir une taille sur un planisphère, et d'affaiblir les Européens aussi dans leur relation avec le reste du monde sur certains sujets. On sait que sur le continent africain, en Afrique de l'Ouest, au Mali, on sait que des stades de foot ont été remplis par Wagner, où on donnait $1 par personne, et à 20 000 $, vous remplissez un stade de foot pour dire anti-France. Donc on a eu ce type d'opération. Ce ne sont pas les mêmes opérations, ce ne sont pas les mêmes relais, ce ne sont pas forcément toujours les mêmes temporalités, mais sur les dernières années, mi bout à bout, ça fait un puzzle où très clairement, l'objectif c'est d'affaiblir l'Europe et nos systèmes, à la fois politiques et économiques. Les deux vont de pair, parce qu'en démocratie, quand il n'y a pas d'économie, il n'y a plus de démocratie qui tienne. Général Delors, pour rebondir sur ce que disait Sylvia, cette guerre hybride, elle a quand même franchi un cap. De nombreux complots ont été déjoués, mais si les opérations avaient réussi, des trains bondés qui déraillent en Europe, des centres commerciaux qui sont en flammes, des réserves d'eau empoisonnées. Là, on n'en est plus du tout au stade de la menace ou la déstabilisation avec l'opération des Marouges. Alors, l'objectif, lui, reste le même, c'est-à-dire essayer de séparer les pays européens de l'Ukraine, de façon à assurer ce décrochage, sachant que l'Ukraine aura les plus grandes peines à tenir si avec l'affaiblissement du soutien américain et puis celui des Européens, elle ne pourra pas tenir longtemps. Donc ça, c'est véritablement l'objectif. Pour ça, il y a évidemment toutes ces campagnes qui inquiètent un peu la population, qui font monter les tensions, qui font prendre conscience qu'on n'est pas à l'abri, même si on est loin du front, on n'est pas complètement à l'abri, que l'on s'interroge sur la nécessité d'un tel soutien à l'Ukraine. Donc ça, tout ça, c'est pour miner un peu les opinions, miner aussi certains partis politiques qui peuvent être plus sensibles à ce discours, et puis évidemment à essayer d'atteindre. Alors, les risques sont de plus en plus grands, car il s'agit d'obtenir quand même un résultat avant la fin de la décennie.
Hein, on a connu des guerres de 30 ans en Europe, mais enfin, on n'est pas une guerre de 5 ans, ça serait déjà pas mal. Hein. Donc, ce serait même très important depuis longtemps. Hein. Donc, il faut obtenir des résultats. Et pour obtenir des résultats, on prend de plus en plus de risques. Donc, on augmente un peu la dose. Alors, au départ, c'était extrêmement léger. Hein. En 2022, il y avait quasiment rien, parce qu'il y avait déjà, notamment en Pologne, l'arrivée d'un flux logistique extrêmement important en faveur de l'Ukraine. Et il y avait quasiment rien. Moi, ça me surprenait parce que, si je veux dire, ce sont des joueurs. Hein. Si vous voulez, dans la stratégie, il y a l'action directe et l'action indirecte. Et ça fait partie de l'action indirecte. Et pour l'action indirecte, évidemment, c'est de séparer les soutiens que peut avoir l'adversaire de l'Ukraine, en l'occurrence. Hein. Donc, il faut séparer les Européens. Donc, oui, cette action est de plus en plus dangereuse. Alors, il faut quand même, Dieu merci, il n'y a pas eu encore de catastrophe dans un pays européen. Oui, mais c'est ce qu'ils cherchaient à faire. Frôle. Alors, c'est pas encore, si vous voulez, pour le moment, ils utilisent, alors, soit sans doute des amateurs ou des gens recrutés comme ça, etc. C'est pas du travail de professionnels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la patte d'une véritable action de destruction. Pour ce qui est des visites, par contre, vous avez raison, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui visitent, qui regardent nos ponts, qui regardent nos gares, qui regardent nos aéroports. C'est du grand classique. Vous savez, on l'a fait. Grosso modo, il y avait un certain nombre de touristes officiers français qui allaient en Allemagne avant la guerre de 14 et beaucoup d'officiers allemands qui venaient acheter des cartes en France. Parce que les cartes étaient toujours, évidemment, une denrée rare et venaient observer aussi. Donc ça, le travail de renseignement préparatoire au cas où, il a toujours existé. Ça fait partie de... Mais les actions qui sont intempestives, comme ça, elles montent en gamme. Valéria Formunchen, vous voyez réagir. Il y a deux stratégies en Russie, et ce depuis plusieurs années, bien avant l'invasion de l'Ukraine. C'est la stratégie d'ingérence et la stratégie de terrorisme ou désinformation, si vous préférez. Donc, il y a l'ingérence, comme les élections de 2017, mais auparavant, on en a eu aussi. C'est comme les cyberattaques, c'est l'espionnage industriel, c'est toutes ces choses-là, c'est les câbles coupés, voilà. Là, on fait réellement de l'ingérence. Si les Russes voulaient blesser ou tuer, ils l'auraient déjà fait. Ils n'ont pas hésité à faire ça avec les espions au Royaume-Uni. Donc, ils ne cherchent pas... Vous joignez Lucas en général. Ils ne cherchent pas forcément à nuire, mais ils cherchent à terroriser, dire vous êtes nulle part à l'abri parce qu'on peut rentrer chez vous comme on veut et on fait ce qu'on veut. Certainement, c'est même eux qui préviennent d'une manière ou d'une autre, directe ou indirecte. Attention, on a saboté, parce que le but, c'est pas de faire des morts sur le territoire national, mais c'est d'enrôler une certaine opinion publique à leur cause. Et ça fonctionne. On a de plus en plus de Français sur les réseaux sociaux qui sont soutiens de Poutine, qui sont en défiance avec l'Ukraine, et pas uniquement ceux qui soutiennent les partis politiques en France qui sont pour ou contre. Donc il y a cette le terrorisme ou la terrorisation des populations et des services qui se trouvent désarmés avec une multitude de mini-attaques, et il y a l'ingérence réelle dans le but de saboter l'opinion publique, interférer dans les élections, saboter les agents économiques, mais aussi les établissements publics type les hôpitaux, et ça, c'est vraiment, ces deux stratégies sont menées parallèlement. Il y a quelques années de ça, avant que notre Premier ministre soit ministre des Armées, l'armée avait développé des nouveaux moyens de communication pour contrer justement toutes ces attaques-là, pas uniquement sur le sol national, mais aussi notamment sur le continent africain. On a eu énormément de désinformation par rapport à la France et son poids dans les décisions, et il y avait eu aussi une stratégie au moment avant de préparer l'invasion de l'Ukraine de la Russie de saturer l'Europe avec les migrants. Donc ils soutenaient les passeurs du continent africain pour envoyer de plus en plus de gens dans la Méditerranée. Donc ça existe depuis bien avant l'invasion, et l'objectif, c'est de diviser pour mieux régner. Oui, Donald Tusk parle d'un acte de sabotage sans précédent concernant ce qui s'était passé sur la voie ferroviaire entre Lublin et Varsovie. C'est quand même pas rien, en fait. C'est dire que la menace, elle est quand même montée d'un cran.
On a eu les drones, on a eu les attaques de missiles, ils testent en permanence la frontière de l'OTAN. Ils testent en permanence de savoir jusqu'où on va fermer les yeux. On a eu des avions abattus en survol de la frontière de la mer Noire, par exemple, côté roumain et côté pour surveiller justement la frontière de l'OTAN. On a eu énormément de choses et à chaque fois on minimise en Europe, on surréagit pas, on essaie de comprendre pourquoi on a abattu un avion, on a essayé d'abattre un bateau de patrouille, pourquoi il y a les drones de partout. On essaie de justifier systématiquement pour ne pas enclencher la fameuse Troisième Guerre mondiale. Et justement, les Russes poussent de plus en plus loin, mais oui, pour aller dans en le mer, sens en océan, dans notre ciel. De Sylvia Valeria Formulson, c'est dans cette stratégie qu'intervient cette étrange mise en garde des services secrets russes à la France. Alors, d'ordinaire, les espions russes ne communiquent pas, mais il y a quelques jours, la direction du SVR, c'est l'équivalent de la DGSE en Russie, a accusé la France d'envoyer des mercenaires en Ukraine. D'après, c'est dans ce communiqué, les informations reçues par le SVR, la France continue de chercher des options de participation directe au conflit ukrainien. Elle autorise le recours à des SMP, sociétés militaires privées, pour fournir une assistance à un pays tiers se trouvant dans une situation de confrontation armée. Paris ne devrait pas se bercer d'illusions et penser que cela lui délie les mains, tout en le soustrayant à sa responsabilité quant à la participation de ces militaires au conflit. La présence en Ukraine de ces sociétés françaises, opérateurs de référence du ministère des Armées, sera considérée par Moscou comme une participation directe de la France aux hostilités contre la Russie. Les services secrets russes nous menacent ? Non, ils ne menacent pas, c'est de la provocation. C'est encore cette histoire d'escalade, de faire monter un peu la température pour essayer de créer un climat de tension maximum. Ces informations sont absolument pas vérifiables et provenant des services de renseignement russes, on peut se douter qu'il s'agit d'une manipulation pour essayer, là aussi, de Le gouvernement français a démenti, on le rappelle depuis longtemps, parce que le recours aux mercenaires, aux combattants est interdit. Est totalement interdit. L'objectif, c'est de s'ingérer dans la campagne, notamment dans les discussions politiques en France, pour que dans les familles, au moment des fêtes de Noël, les gens se disent mais c'est vrai, j'ai vu qu'il y avait des soldats français qui étaient envoyés en Ukraine. L'idée, c'est de semer le trouble. Une information comme ça n'a pas de valeur en tant que telle, sauf que il y a des gens qui vont se mettre à y croire ou relayer cette information sur les réseaux sociaux. Est-ce que la France utilise des sociétés de mercenaires privés ? Bien sûr que non, mais on sème le doute dans un contexte d'escalade et c'est tout ce que vous décriviez, c'est-à-dire que pour l'instant, les Européens, la France, mais les Européens se contentent de démentir, mais d'essayer de faire baisser la température pour ne pas rentrer dans ce jeu-là. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il y a des attaques des survols de zones militaires, c'est pas des attaques, pardon, mais avec des drones, la réaction est très mesurée en disant il y a une ouverture d'une enquête, un procureur va être saisi, mais on n'est pas tout de suite en train de dire on sait que c'est les Russes, d'abord parce qu'on le sait pas forcément, et que ça prend du temps d'enquêter sur ce genre de choses. Et l'idée, c'est de pas rentrer dans ce jeu qui est beaucoup utilisé par les chaînes de télévision russes, parce que évidemment ces messages ils sont aussi à destination des médias russes porte-parole de la voix du Kremlin qui vont en faire toute une mayonnaise pour faire monter ça en disant vous l'avez bien dit, regardez il y a des espions, des mercenaires français en Ukraine. Le but c'est de se faire croire à l'opinion en Russie et en France qu'il y a des soldats français en Ukraine et que donc la France est belligérante. C'est donc de justifier un jour de pouvoir dire bah oui on a dû attaquer parce que la France était belligérante, alors que pour l'instant c'est absolument faux. Rapidement, je voyais réagir Valéria. Mais c'est exactement ça. Ils sont rentrés sur le territoire ukrainien sans aucune raison valable, mais en justifiant par X ou Y les nazis d'un côté et les russophones de l'autre. Donc ils cherchent en fait à constituer une liste de raisons valables de pouvoir riposter ou agir parce qu'ils sont toujours en défense. Excusez-moi, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. La Russie renverse systématiquement la charge de la preuve dans sa communication et accuse
des méfaits exactement les mêmes qui produisent les autres. Donc clairement, la France a démenti à plusieurs reprises cet état de fait, mais au-delà de ça, c'est assez sérieux si c'est le SVR qui communique en direct. Depuis quand un service de renseignement font une communication directe sans passer par un ministère, ne serait-ce que. Donc il y a un jeu d'attaque, de communication contre la France en particulier, l'Europe en général, la France en particulier, sur cette dernière semaine, liée au fait qu'on se montre, comment dirais-je, préparé à une potentielle guerre éventuelle.